dimanche 19 juillet 2020, nous sommes réunis ensemble pour commémorer la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Il y a 78 ans, les 16 et 17 juillet 1942, dans Paris et sa banlieue, 13 152 personnes, dont 4 115 enfants, furent arrêtés sur ordre de l'État français soumis à l'occupant. Pourchassés pour ce qu'ils étaient, par la naissance, ces milliers de Juifs furent transférés vers le camp de Drancy ou enfermés dans le vélodrome d'hiver. Dans ce Veldiv, les heures d'attente et d'angoisse précèdent leur déportation. Cette rafle reste le symbole de toutes les autres rafles et, à travers elle, c'est aux 76 000 déportés que nous pensons aujourd'hui. Seuls 2500 sont revenus vivants. En cette journée nationale, nous nous souvenons certes de l'obscurité de la collaboration, mais aussi de la lumière des justes qui ont recueilli, protégé ou défendu, au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide. Ainsi, la nation française associe dans un même hommage la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites et celle de ses héros, les 4000 justes reconnus et tous ceux qui sont restés anonymes. Présidée par Madame Cécile Genest, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Val-de-Marne, représentant Monsieur Raymond Ledin, préfet du Val-de-Marne, cette cérémonie se déroulera de la façon suivante. Les sonorités commenceront par la lecture de la prière des morts à l'intention des victimes par Monsieur Alain Senior, grand rabbin de Créteil, puis par la lecture de la prière pour l'élévation de l'âme des personnes disparues par le rabbin Harry Zenke. S'ensuivra une prise de parole par Monsieur Albert El Harar, président de la communauté juive de Créteil. Dans un troisième temps, Madame Cécile Genest, sous-préfète du Val-de-Marne, lira le message ministériel de Madame Geneviève Dariussec, maintenant ministre des anciens combattants et de la mémoire. Il sera alors venu le moment du dépôt des gerbes, aussitôt suivi par l'hommage aux morts. Nous écouterons ensuite une interprétation musicale proposée par un quatuor du Conservatoire de Créteil. Puis, pour clôturer la cérémonie, Madame la sous-préfète et les autorités salueront et remercieront les invités. Donc, je laisse dans un premier temps la parole à Monsieur Alain Senior, grand rabbin de Créteil, pour une lecture du psaume numéro 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Te dérobes-tu au temps de la détresse? Dans son arrogance, le méchant persécute le pauvre. Qu'il tombe, victime des mauvais desseins qu'il médite, car il se glorifie, le méchant, des passions de son âme. Le spoliateur blasphème, outrage l'Éternel. Avec son caractère hautain, le méchant ne s'inquiète de rien. Il n'est point de Dieu. Voilà le fond de sa pensée. Ses voies sont prospères en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Tous ses adversaires, il les renverse d'un souffle. Il dit en son cœur, je ne chancellerai point, jamais au grand jamais je ne serai dans l'adversité. Sa bouche est pleine de parjure, de perfidie et de violence. Sa langue est au service du mal et de l'iniquité. Il se met en embuscade dans les villages, à la dérobée. Il fait périr l'innocent. Ses yeux guettent le malheureux, comme le lion dans son antre. Il dresse de secrètes embûches. Il les dresse pour s'emparer du pauvre. Il s'empare du pauvre en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit, se tapit et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu est sujet à l'oubli, il dérobe sa face, jamais il ne voit rien.
Ô Éternel, lève-toi, Dieu puissant, brandis ta main, n'oublie point les humbles. Pourquoi l'impie outragerait-il Dieu, dirait-il en son cœur que tu ne demandes aucun compte? Tu vois tout, tu regardes misères et chagrins pour les protéger de ta main. À toi s'abandonne le malheureux, l'orphelin, tu lui prêtes assistance. Brise le bras de l'impie, le méchant, châtie sa perversité pour qu'il n'en soit plus trouvé trace. L'Éternel est roi à tout jamais. Les peuples disparaissent de son pays. Tu entends le souhait des humbles, Éternel, tu as fermé leur cœur, tu leur prêtes l'oreille en vue de rendre justice à l'orphelin, à l'opprimé, pour que nul mortel n'agisse plus tyranniquement sur terre. À présent, le rabbin Ari Zenkier va nous lire la prière pour l'élévation de l'âme des personnes disparues. אל מלא רחמים שוכן במרומים המסה מנוחה נכונה על מזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו, אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו במחנות, כולם קדושים וטהורים, בעבור שאנו מתפללים בצדקה בעד הזכרת נשמתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, וידחו בתחו החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם בגן עדן, תן מנוחתם וינוחו על משכבותם, ונאמר אמן. Monsieur Albert El Harar, président de la communauté juive de Créteil, va à présent prendre la parole. Madame la sous-préfète, Monsieur le ministre, cher ami Laurent Catalin, messieurs les parlementaires, messieurs les responsables des cultes, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes ici ce 19 juillet 2020 pour rappeler le souvenir des victimes de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Au cours de laquelle 12 884 personnes, dont 4 051 enfants, furent arrêtés. Cette opération portait le nom
vent printanier. 16 juillet 1942, 19 juillet 2020. Cela fait plus de 78 ans que cet événement a eu lieu. Combien d'entre nous ont vécu? Combien d'entre nous en ont des souvenirs personnels? Probablement pas grand nombre. Peut-être même personne. Cette rafle du Veldiv n'est plus un événement vécu, mais un événement historique. On rappelle son souvenir pour ne pas oublier qu'il a eu lieu, mais on ne le ressent plus comme un événement vécu. C'est ce qui se passe tous les 11 novembre. On rappelle la fin de la Première Guerre mondiale. On sait que cette guerre a eu lieu, mais on ne peut ressentir ce que ressentaient ceux qui ont fait et vécu cette guerre. Que représentent pour nous ces 12 884 personnes arrêtées? Qui sont-elles? Quel nom portaient-elles? Que faisaient-elles? Quelles étaient leurs préoccupations, leurs projets, leurs rêves? Ce sont 12 884 anonymes. Et pourtant, ils auraient pu être nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs. Essayons, chers amis, de leur donner vie pendant quelques instants. À cet effet, je voudrais lire devant vous le témoignage de Henri, raflé en ce jeudi 16 juillet 1942. Voilà ce qu'il dit. Ce matin, à l'aube, la police a frappé à la porte de nos maisons et nous a rassemblés ici, sur cette place. Nous sommes là, à attendre hébétés, angoissés, ne comprenant pas ce qui nous arrive et encore moins ce qui va nous arriver. Certains disent qu'on va nous interner dans les camps du Loiret, Pithiviers ou Bonne-la-Rolande, où certains d'entre nous ont déjà des parents internés. Et d'autres parlent du camp de Drancy, qui a ouvert il y a peu de temps. D'autres disent qu'on va nous envoyer pour travailler. Mais alors, pourquoi avoir arrêté des enfants, des vieillards, des malades? Mais personne d'entre nous ne se doute que c'est le pire du pire qui nous attend. Sur cette place, je m'attendais plus ou moins à être arrêté, comme l'ont déjà été beaucoup d'hommes jeunes, robustes, pour aller travailler, là-bas, en Europe de l'Est, dans les usines fabriquant du matériel de guerre pour l'armée allemande. J'aurais pu aller me cacher, mais, vous savez, nous, Juifs, nous sommes des optimistes invétérés. Peut-être que les Allemands m'oublieront, alors que je peux rester chez moi. Mais je n'ai pas été oublié. C'est la panique quand les policiers viennent me chercher, ainsi que ma femme et mes 2 enfants. Cependant, mon attention est attirée par le fait que sur la liste que lisait l'agent de police, le prénom de ma femme était inexact. J'en fais la remarque, le policier réfléchit un instant et dit à ma femme: « Je vais me renseigner au commissariat, attendez-moi ici avec les enfants. » Je pars avec l'agent de police en espérant que ma femme a compris que ce policier lui laissait le temps de se sauver avec les enfants. Sur cette place, il y a déjà beaucoup de monde. Quelques-uns sont des amis, des voisins. Il y a même certains que je connais de vue. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils soient juifs. Vous voyez ces 2 garçons assis sur le parapet en train de discuter, ce sont des copains de mon fils. Le plus petit est Maurice Tettelboom, l'autre est Léon Kirsch. Ils viennent de terminer leur scolarité à l'école primaire. Léon a, lui, eu le premier prix de sa classe. Il est admis en 6e dans un grand lycée parisien. Ses parents le voient déjà avocat, déjà médecin.
Maurice, lui, n'aime pas trop les études. Ses parents pensent le mettre à travailler dans le salon de son père. Il vaut mieux être un bon coiffeur qu'un mauvais médecin. Plus loin, là-bas, ce grand monsieur au front dégarni, c'est Simon Grimbaum. Il est ailleurs. Il se fait beaucoup de soucis. C'est la morte saison. Depuis 2 mois, il n'a pratiqué plus de travail. Il n'y a pas d'argent qui rentre à la maison. Et pourtant, il en a besoin pour envoyer sa fille Suzanne pour quelques semaines à la campagne. Suzanne a beaucoup grandi. Avec les restrictions alimentaires, elle ne mange pas à sa faim. 1 mois à la campagne, chez les paysans, cela lui donnera des forces. Et puis la semaine dernière, une bonne nouvelle pour Simon. Son ami Mendel Nussbaum, lui, a annoncé qu'il allait marier son fils après les fêtes de Tishri. Ce sont les fêtes après le Nouvel An juif et le jour du Grand Pardon. Et qu'il allait lui commander des costumes pour lui et pour son fils. Simon a retrouvé le sourire. Sa fille Suzanne partira à la campagne. Plus loin, là-bas, c'est Sonia Ledekman. Elle est assise là, prostrée, hébétée, ne comprenant pas ce qui lui arrive, à elle et à son bébé. Déjà en août 1941, son mari, le papa du bébé, avait été convoqué au commissariat pour affaires le concernant. Et avec quelques milliers d'autres juifs, il fut envoyé au camp de Pithiviers. Et maintenant, c'est elle qui est arrêtée. Si elle pouvait être envoyée à Pithiviers, elle pourrait peut-être retrouver son mari. Chers amis, chacune des 12 884 personnes arrêtées est un homme, une femme, un enfant qui porte un nom, un prénom, avec ses problèmes, avec ses rêves. Ainsi s'achève le témoignage d'Henri. Chers amis, nous avons la chance en ce dimanche 19 juillet 2020 d'être des femmes, des hommes libres, réunis pour rappeler le souvenir de la rafle du 16 juillet 1942, de ce dramatique vent printanier. Je voudrais associer à cette cérémonie le souvenir du génocide tzigane. Et vous savez combien le sens du mot génocide, c'est l'extermination d'un peuple organisé et voulu, mis en place par un plan de façon industrielle. Nous savons, nous maintenant, ce qui est arrivé à ces malheureux. Les adultes seuls sont envoyés à Drancy, les familles rassemblées au Veldiv, puis de là, les mères avec leurs enfants seront renvoyées à Pithiviers et Bonne de Rolande. Sonia n'y retrouvera pas son mari. Quelques jours auparavant, ces camps ont été vidés de leurs occupants, qui ont été envoyés à Auschwitz, afin de faire place nette pour les nouveaux arrivants. Dès le 19 juillet 1942, le premier convoi part de Drancy pour Auschwitz. Le 23 août 1942, part le dernier convoi transportant les enfants à Auschwitz. L'opération Vent printanier est terminée. De ces 12 884 personnes arrêtées le 16 juillet 1942, seules quelques dizaines reviendront à la fin de la guerre. Léon ne sera malheureusement ni médecin ni avocat. Maurice ne sera pas coiffeur. La petite Suzanne ne partira pas à la campagne. Elle prendra bien le train, mais pour aller là d'où on ne revient pas. Jacob ne fera pas les costumes pour Mendel. D'ailleurs, celui-ci n'en a plus besoin puisque le mariage de son fils n'aura pas lieu. Sonia tient toujours son bébé serré très fort dans ses bras. Et c'est ainsi qu'elle sera poussée dans la chambre à gaz. Ces 12 884 arrestations d'hommes, de femmes, d'enfants à la rafle du Veldiv, c'est 12 884 fois une vie, un rêve, un espoir qui sont partis en fumée. Je ne peux pas manquer de vous préciser que ce témoignage a été rapporté par le jeune Henri que le policier a laissé s'échapper avec sa mère et sa sœur le 16 juillet 1942.
Son père a été envoyé à Auschwitz le 19 juillet 1942. Sa famille ne saura jamais ni quand, ni comment il a été assassiné. Pour autant, chers amis, est-ce que la guerre, la haine, le racisme, la xénophobie sont-ils une fatalité? Bien sûr que non. C'est avant tout une question d'éducation. Surtout l'éducation de nos enfants à l'école, où l'esprit et le jugement se forment. Je pense au cours d'histoire, et tout particulièrement à la Shoah, qui fait aujourd'hui partie des programmes scolaires de l'éducation nationale, et je peux apporter une précision dans certains pays arabes, dont je citerai le Maroc. Je salue les initiatives des gouvernements qui se sont succédés et qui ont mis en place des lois contre le racisme et la xénophobie, contribuant ainsi à forger une conscience citoyenne, respectueuse des différences. En dépit des bouleversements que nous avons connus ces derniers mois, restons attachés à un sentiment commun à tout être humain, l'espérance. Nous allons maintenant écouter le message de Madame Geneviève Dariussec, ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire, lu par Madame Cécile Geneste, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Val-de-Marne. « 16 juillet 1942. Il est 4 heures du matin. Ils sont venus nous chercher. Je vous dis adieu. 16 juillet 1942. Je te fais écrire ces mots. La police est venue nous arrêter avec tous les juifs de la maison. On nous a enlevés, moi et mes 2 enfants. Je t'écris pour te dire que nous allons être transportés au Vélodrome d'hiver. Ces mots sont écrits aux aurores d'une tragédie, au petit matin d'une journée douloureusement inscrite dans notre histoire, comme une plaie vive dans notre mémoire nationale. Ces mots sont ceux d'une adolescente de 16 ans et d'une mère de 2 enfants. Ces mots écrits dans la précipitation de l'arrestation, dans la confusion de l'incompréhensible, sont à la fois simples et terribles. Ils disent la surprise, l'inquiétude et l'écroulement des certitudes. Ils disent ce que fut la rafle du Veldiv, l'irréparable commis par l'État français contre des femmes, des hommes et des enfants qui avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme. Il y a 78 ans, la France se trahissait elle-même. La police française, sur ordre de l'occupant, emmenait sans distinction les hommes, les femmes et même les enfants. Ils n'étaient coupables de rien. Ils furent traqués, arrêtés, enfermés au Vélodrome d'hiver et à Drancy. Avec le régime de Pétain, la folie criminelle de l'occupant avait trouvé un auxiliaire zélé. Dans Paris et sa banlieue, 13 152 personnes ont été raflées. Pour eux, l'horreur commençait pour ne s'achever qu'à Auschwitz. Aucun enfant ne revint des camps de la mort. La rafle du Veldiv est devenue le symbole de toutes les autres, l'emblème des persécutions menées contre les Juifs en France. En entretenant la flamme du souvenir, nous saluons la mémoire de toutes les victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Nous pensons également aux populations tziganes, homosexuelles, handicapées et tant d'autres. Lorsque l'humanité semble s'écrouler, des héros anonymes se pressent pour la redresser. Ce jour-là, des Parisiens ont sauvé des centaines de personnes. En maints endroits de France, des familles et des gens ordinaires ont accompli l'exceptionnel, en cachant et en sauvant des Juifs de la persécution.
Bravant les risques, ils ont incarné nos valeurs les plus précieuses. Ils sont, anonymes ou révélés, des justes parmi les nations. Cette journée nationale leur est aussi dédiée. Dans le chemin tracé par Jacques Chirac et suivi par le président de la République, notre pays regarde son histoire en face, avec clarté et vérité. C'est parce que la République connaît son histoire, qu'elle sait d'où elle vient, qu'elle sera intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Deux dangers nous guettent et doivent sans cesse être combattus, l'oubli et la haine. Parce que l'oubli mène à l'indifférence, parce que la haine mène à l'affrontement, nous devons opposer à ces mots la vigilance, la connaissance et la transmission. Il y a des combats pacifiques à mener contre le négationnisme, le révisionnisme et le complotisme. Cette journée nationale y contribue. Mais ce combat est aussi celui du quotidien, de chaque citoyen attaché aux valeurs de la République. L'esprit de vigilance doit nous animer, il doit être celui d'une jeunesse éclairée et consciente du passé. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes, suivi de l'hommage aux morts. Gerbe déposée par M. Albert El Harar, président de la communauté juive de Créteil. Gerbe de Madame Marie-Christine Diringer, conseillère régionale d'Île-de-France. Gerbe du Conseil départemental du Val-de-Marne, déposée par M. Daniel Guérin, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne. Gerbe de M. Jean-François Elbaï, député de la 2e circonscription du Val-de-Marne. Gerbe de M. Frédéric Descrozailles, député de la 1e circonscription du Val-de-Marne.
Gerbe de Monsieur Laurent Catala, maire de Créteil. Gerbe déposée par Madame Cécile Younes, sous-préfète du Val-de-Marne, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne, représentant Monsieur Raymond Ledin, préfet du Val-de-Marne. Aux morts. Nous allons à présent écouter l'aria de la suite de Jean-Sébastien Bach, interprétée par mesdames Ikuko Ducasse et Chiaro Le Marie, et par messieurs Ludovic Molin et Nicolas Pêcheux, quatuor du Conservatoire de Créteil.
Madame la sous-préfète, accompagnée des autorités du rang protocolaire, va maintenant saluer les invités avant de quitter ensuite le dispositif de la cérémonie. Merci beaucoup. Ça va? Bien. Ça va, directrice. Ça va? Ouais. Bon, donc on fait bien. Je vous dois une délibération, je crois. Ou un courrier. C'est bon? Vous avez? Merci. La cérémonie est à présent terminée. Nous vous remercions de votre participation et de votre présence.